Bienvenue dans Makerside, le podcast des salariés qui entreprennent grâce au Side Project. Comment et pourquoi ils se sont lancés en parallèle de leur job? Pour chaque invité, on va explorer en détail son projet pour comprendre ses réussites, ses galères et ce qu'il a prévu pour la suite. Le but de tout ça, aider d'autres salariés à se lancer en parallèle de leur job. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de 10 000heures.fr, le média des salariés qui entreprennent. Pour rejoindre la communauté des créateurs de Side Project, rendez-vous sur samedi.club. Aujourd'hui, je reçois Olivia Texera-Lima qui s'occupe de la croissance et de l'automatisation chez Agili. En parallèle de ses études, il y a quelques années, elle a lancé un média francophone sur le foot portugais. Aujourd'hui, on va parler de son Side Project, de ses débuts, mais aussi de l'impact que peut avoir un side project dans la recherche d'opportunités professionnelles. Salut Olivia. Salut Amine, ça va? Ça va et toi? Je vais bien, merci. Super, moi je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Alors pour ceux qui suivent un peu mes petites escapades de digital nomade, en ce moment je suis à Agadir. Voilà, j'avais quitté Marrakech depuis notre dernier épisode. Et voilà, on continue à découvrir un peu des belles régions du monde. Et aujourd'hui, je suis très content d'être avec toi, Olivia. Alors, voilà, la magie de LinkedIn. On s'est rencontrés grâce à un post. Et du coup, voilà, je me suis dit que ça serait l'occasion de pouvoir échanger avec toi sur ton side project, d'en savoir un peu plus, parce que c'est toujours des projets qui m'intéressent. J'aime bien comprendre comment ça fonctionne derrière. Et comme je le disais dans l'intro, essayer de comprendre quel impact ça a pu avoir sur toi et sur ta jeune carrière professionnelle. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Avec plaisir. Alors du coup, moi je m'appelle donc Olivia Tetsera-Lima. Je suis encore en études. Donc là, je suis en master, pour ceux qui connaissent, à la Rocket School. Juste avant, du coup, l'année dernière, j'ai validé un premier diplôme à l'école Epitech Digital, dans le marketing digital. Et du coup, actuellement, donc, je suis en alternance, comme tu l'as précisé juste avant. Et du coup, depuis 5 ans maintenant, j'ai un projet donc sur le football portugais, qui est du coup devenu un média aujourd'hui. Et c'est un peu ce projet-là qui m'a fait du coup découvrir le web et qui m'a donné envie de me lancer dedans. Et voilà, aujourd'hui, j'en fais mon métier. Écoute, j'ai envie d'aller encore plus loin et de savoir comment ça a commencé parce que par exemple, moi, avec notre 10 000 heures, on a lancé du coup notre média sur les side projects, ou en tout cas sur les salariés qui entreprennent grâce au side project. Donc, tu vois, nous, on l'a fait un peu en sachant un peu dans quoi on s'embarque et un peu quel est notre objectif. Mais quand tu as commencé, toi, il y a quelques années, ton projet, comment est-ce que tu as démarré? Est-ce que c'était directement un média? Alors du coup, pas du tout. C'était vraiment rien à voir avec ce que c'est devenu aujourd'hui. Au début, en fait, quand j'ai commencé, en fait, il faut savoir que de base, donc moi, je suis passionnée par le football et encore plus, du coup, le football portugais, vis-à-vis de mes origines. Mais je suis rentrée assez tard dans la passion de foot. Tout simplement, je pense, parce que dans ma famille, bon, on se disait que le foot et les filles, bon, voilà, c'est un peu cliché malheureusement, mais voilà, c'était plus mes frères qui étaient dedans. Et en fait, le fait d'être entourée de ça, ça m'a vraiment plongée dedans. Et comme j'étais quelqu'un qui était très un peu geek, je découvrais beaucoup en fait à travers internet. Et justement, au moment où en fait ça a commencé, ce projet, c'était avec l'Euro 2016, donc un événement bien connu aussi des Français. Et en fait, alors de base, c'est pas moi qui a créé en fait ce projet aux racines. C'était quelqu'un qui avait juste créé une page Facebook lors de l'événement en fait en France, donc avec l'Euro 2016. Et vraiment, il l'a créé au bon moment parce que du coup, ça a très bien marché, surtout vis-à-vis des résultats. Forcément, ça a pris une grande ampleur. Beaucoup de gens, en fait, se sont attachés encore plus au football portugais à ce moment-là. Et en fait, après, comme c'était quelqu'un qui avait pas vraiment beaucoup de disponibilité, il était pas trop passionné par la gestion de la communauté, il cherchait quelqu'un pour l'aider dans le projet, donc en septembre 2016 maintenant. Et c'est là que moi je suis arrivée dedans. Donc c'était vraiment juste une page Facebook, on avait 5 000 abonnés à ce moment-là. Et en fait, après, avec le temps et l'autonomie que j'avais dessus, lui, il s'occupait plus du tout du projet. Ouais. Et moi, j'ai vite pris le lead. J'ai commencé à ramener des gens et j'ai essayé de structurer un peu le truc. Et voilà, aujourd'hui, c'est devenu ça. Mais justement, c'est très intéressant. Donc toi, tu hérites un peu d'une page Mmh, Facebook à c'est ses ça. débuts, avec une page Facebook sur un sujet précis.
j'imagine qu'il y a plein de possibilités et peut-être que tu y as réfléchi, de se dire: «Bon, j'ai une page Facebook, on traite d'un sujet, qu'est-ce que j'en fais?» Est-ce que, je vais sur Instagram? Est-ce que je vais, sur YouTube et je crée une chaîne YouTube? Est-ce que je fais une newsletter? Alors que je ne sais pas, s'il y a toutes ces possibilités auxquelles, qui étaient possibles à ce moment-là. Et finalement, tu pars sur un blog. Sachant alors je ne sais pas à quelle période exactement, parce que tu sais, à un moment donné, Facebook, c'était un peu on en parlait d'ailleurs dans le podcast précédent, l'âge d'or de Facebook où, il y avait énormément de reach assez facilement. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Comment est-ce que tu prends cette décision de se dire: «OK, je sors de Facebook» entre guillemets, même si ça reste des relais, mais je pars sur la création d'un blog? Alors en fait, du coup, bah, voilà, au tout début, c'était vraiment juste une page Facebook avec que du contenu vraiment, on va dire, un peu plus, pour le reach en fait. Vraiment, on essaie d'avoir des interactions et en fait, au fil du temps, comme j'ai essayé de vraiment rendre le truc un petit peu plus sérieux, notamment, bah, au début, on parlait que de la sélection, après on a voulu parler plus, de manière générale du football portugais. C'est à ce moment-là où en fait, on a essayé de structurer un peu les choses et je pense que aussi c'est venu avec les gens qui sont arrivés sur le projet, du coup comme moi qui était aussi étudiant, dont une personne justement, qui est là déjà depuis 4 ans et lui qui veut, devenir journaliste. Donc en fait, ça a apporté un peu une fraîcheur et surtout, des contenus qui étaient différents de tout ce qu'on faisait au début et en fait, voilà, on a testé plein de trucs. Moi, de mon côté, j'avais testé YouTube, enfin des vidéos aussi sur Facebook parce qu'il y a une période où ça marchait plutôt bien. Mais au final, bon, avec le temps, j'avais un peu abandonné l'idée. On a testé donc les autres réseaux et ensuite après est venue l'idée du blog, quand j'ai fait ma première année en fait à Epitech, Digital. Parce que du coup, à ce moment-là, j'avais les compétences pour, mettre ça en place et c'était une idée qu'on avait déjà en tête depuis, au moins 2017. On avait testé avec des petits, CMS, pas très connus, Wix, tous ces trucs-là. Mais voilà, j'aimais pas trop les résultats et c'est vraiment quand j'ai eu, ces premières compétences que, avec du coup, bah, avec la volonté aussi d'apporter une ressource et un contenu supplémentaire, parce que justement, on me l'avait souvent demandé, cette personne justement dont je parlais qui est dans le projet depuis 4 ans avec moi, il avait cette envie d'apporter aussi des contenus vraiment, bah, plus enrichis, vraiment écrire pour le projet et pas juste faire des posts Facebook. Du coup, bah, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit: «Bah, on va faire un vrai média et on va vraiment essayer de structurer tout ça autour d'un site internet et plus, d'une page Facebook». OK. Et aujourd'hui d'ailleurs, juste rapidement, c'est quelle techno derrière, sur le site? Est-ce que vous l'avez codé? Est-ce que vous utilisez un CMS? Oui, on utilise, WordPress. OK, super. OK et du coup super intéressant et du coup à ce moment-là, est-ce que, on en a parlé un petit peu, mais est-ce que tu as cette notion un peu de side project ou de projet parallèle ou pas du tout? Alors pendant très longtemps, j'avais pas du tout la notion de side project en tête. C'est vraiment venu je pense depuis 1 voire 2 ans, principalement parce que déjà, bah, je connaissais pas du tout ce terme, ce concept. C'est vraiment venu avec, moi, bah, quand j'ai commencé vraiment à rentrer dans le monde professionnel, LinkedIn et cetera, où j'ai pris, conscience de ça et ensuite, en fait, c'est surtout arrivé, au moment où, bah, j'ai commencé à faire mes premiers entretiens et cetera et je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas», quand j'ai dû faire mon premier CV pour mon premier stage, j'avais mis que mes expériences, de projet, d'école et tout et en fait, en parlant avec, le responsable qui nous aidait à le faire, bah, je me suis dit: «Mais je vais mettre Astinas, enfin, c'est équivalent, d'un projet d'école donc je peux en parler». Surtout qu'à ce moment-là, je venais de faire le site internet. Enfin, non, lors du premier CV, j'avais pas encore fait le site internet. Donc j'avais pas encore toute cette dimension de me dire: «C'est un vrai projet», avec, vraiment des trucs, web market. C'était pour moi juste une communauté sur Facebook et voilà, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai pris conscience que c'était vraiment un projet à part entière qui, au point, enfin, aux yeux des recruteurs, pardon, avait limite plus de valeur que certaines expériences que j'avais eues. Ouais et là, on fait un petit focus sur justement le side project par rapport à tes entretiens ou professionnels et ensuite on reviendra un peu sur le média, sur comment est-ce que tu l'as, monétisé, c'est quoi les projets pour la suite et cetera. Mais c'est intéressant. Du coup, effectivement, tu en parles pas dans ton CV alors que pourtant, au début, hein, mais pourtant il y a des choses à mettre en avant. Le fait déjà d'avoir un projet, de s'en occuper, même si c'est en dehors du travail tout simplement, on apprend des choses, on les met en place. Tout à l'heure, tu disais,
tu vois, je suis rentré à Epitech et du coup, j'avais les compétences et du coup, bah, en fait, tu as mis en application ce que tu as appris en parallèle de tes études. Donc, du coup bah, c'est un rôle quasi important dans l'apprentissage. Comment c'est perçu face à des entretiens? Est-ce que tu as des anecdotes sur ce sujet-là? Est-ce que limite c'est un sujet qui est abordé ou est-ce qu'il y a certains au contraire qui n'y prêtent pas attention? Bah, au final, du coup, quand je l'avais mis dans mon premier CV, au final, c'est un sujet que j'aborde à tous les entretiens que j'ai eus, en fait, par la suite. Il y a pas un seul entretien, je pense, où je l'ai pas mentionné et honnêtement, je pense qu'il y a 80 des cas où, on me fait vraiment parler sur le sujet et qu'en fait, quand je reviens, à l'entretien d'après, que ça soit avec, bah, notamment quand c'est une autre personne avec qui je m'adresse, on me dit: «Ah, on en a parlé en interne et tout, dans l'équipe» et à ce moment-là, je me dis: «Ah ouais, ça Du a side vraiment, project? ouais, c'est ça, du side project et c'est là où vraiment tu te dis: «Ah ouais, ça intéresse vraiment les gens» et du coup, voilà, enfin, vraiment, j'en ai toujours parlé et en anecdote, bah, en fait, ça m'arrive à chaque fois, du coup, principalement, c'est ça que je retiens, c'est vraiment le fait qu'à chaque fois que je reviens, on me reparle de ça. On me redemande, bah, du coup, comment tu fais et cetera et qu'à chaque fois, les gens sont, bah, vachement surpris, quand je leur dis notamment les chiffres et cetera. Enfin, ça arrivait à pas mal d'entretiens et en fait, plus j'avance dans le temps et plus ça marque encore plus parce que forcément le projet évolue, aussi et ça, c'est vachement, valorisant. Et justement, je crois que le post LinkedIn en question qui nous a permis de rentrer en contact, c'est un des posts où je raconte justement bah, mon expérience personnelle. Effectivement, Mmh. moi, il y a quelques temps, quand je cherchais une alternance, bah, je n'avais pas forcément une grande expérience professionnelle avant, ou en tout cas pas structurée. Et le fait de mettre en avant un side project, alors comme je le dis, hein, j'ai envie de dire, peu importe le résultat, l'intérêt de voir un side project sur un CV et de l'aborder en entretien, ça permet de voir qu'on est curieux, qu'on est intéressé par certains sujets, qu'on a développé une petite expertise sur un sujet, en tout cas une connaissance, plus que la Mmh. moyenne, j'ai envie de dire, plus que si on reste juste sur les cours théoriques qu'on peut avoir à l'école. Et voilà, et c'est ce qui fait qu'on passe des entretiens où 90% du temps, on parle du side project. Moi, j'avais imprimé ma courbe de Google Analytics pour voir les visites. J'avais expliqué un peu le petit budget que j'avais dépensé en Facebook Ads. Et là, quand même, quand tu vas à un entretien et que tu arrives, il y a quelqu'un qui te dit, bah voilà, j'ai dépensé de l'argent sur un projet perso, un truc que personne m'a rien demandé. Et surtout qu'il n'y avait pas forcément de résultats, mais en tout cas, c'est intéressant de voir la démarche et de se dire, bah ok, cette personne-là a creusé un sujet et est Mmh. capable, dans un poste, de pouvoir faire de même. Donc c'est vachement intéressant. J'ai toujours, moi, défendu le side project comme vraiment un plus sur le CV. Bah, Euh, pareil. ouais, Enfin, je sais qu'auprès de mes camarades, du coup, bah, l'année dernière, du coup, tous mes camarades de classe, ont été au courant et cetera. Enfin, ça m'est souvent arrivé d'en parler en classe et parce que du coup, justement, en fait, comme tu disais, on a une expérience en plus parce qu'on a, du coup, été amenés à devoir se débrouiller, à apprendre par nous-mêmes, plein de sujets et c'est toujours hyper intéressant que quand on arrive en cours, par exemple, il y a un cours qui m'avait marqué, c'était, le cours de Data Studio et Google Analytics l'année dernière où en fait, bah, très vite, on a compris que moi, je maîtrisais déjà, en fait, le sujet alors que bah, les autres, justement, avaient pas eu, la chance d'avoir pu avoir une expérience qui leur permettait d'avoir, déjà touché l'outil et en fait, c'est là où on voit la différence et c'est que, bah, toi, tu peux travailler sur ton cas à toi directement. Eux vont travailler sur l'exercice démo et c'est totalement différent et là, tu vois, en fait, le plus et surtout qu'après, bah, moi, du coup, avec ça, quand j'ai eu la possibilité d'en parler à mes camarades ou à mes amis et cetera du milieu du web, je leur disais à chaque fois: «Mais tente, fais plein de choses, essaye de tester, apprends, découvre, creuse tous les sujets que tu as envie de creuser et au moins ça te permettra de toucher, en fait, à plein de trucs que tu auras peut-être pas l'occasion de toucher, dans d'autres, expériences». ouais. Et là, on a fait un focus un peu par rapport à ton expérience et le fait de trouver une alternance. Et on a parlé beaucoup Mmh. d'étudiants, mais ça marche fois 10 aussi pour les salariés. Ah C'est-à-dire totalement. que tu es salarié depuis un petit moment dans ton job et tu sens un peu un petit plafond que t'arrives pas, un petit plafond de verre que tu n'arrives pas à dépasser. Bah, le side project, c'est vraiment l'outil qui va te permettre d'aller plus haut
d'aller chercher de nouvelles compétences. Donc, soit tu deviens encore meilleur dans ce que tu fais au quotidien parce que du coup, c'est ton domaine d'expertise et tu vas aller encore chercher de nouvelles compétences pour ton projet. Ou soit, au contraire, ça te permet de toucher à de nouvelles choses, à des sujets auxquels tu n'as pas l'habitude de toucher quand tu es dans ton job de salarié. Et du coup, bah, ensuite, tu le valorises pareil hein, que pour tes entretiens et mes entretiens. Et c'est vachement, vachement enrichissant. Mmh. On va revenir du coup maintenant sur le média, euh, du coup qui s'appelle Askinas, c'est ça? C'est ça. Super. Est-ce que rapidement tu peux nous dire d'ailleurs la signification ou pourquoi avoir choisi ce nom-là? Alors, bah, du coup, pour la petite anecdote, au tout début, enfin, le tout premier nom, c'était, vraiment un nom vraiment type, Facebook. C'était Célestin, France, vraiment pour identifier qu'on parlait de la sélection en France. Ensuite, c'est devenu, Foot Portugal. On n'avait pas très d'inspiration, on n'avait pas beaucoup d'inspiration à ce moment-là. J'étais pas du tout fan du nom, du logo et tout, mais bon, c'est resté pendant, 3 ans, 2 ans peut-être. Et ensuite du coup, bah, après ma première année, avec, tous les cours marketing que j'avais eus, les cours de branding, aussi l'arrivée de nouveaux, «concurrents» entre guillemets, sur les réseaux, je me suis dit: «Il faut vraiment qu'on change, ça va pas, je trouve qu'il y avait pas d'identité» et cetera. Et du coup, bah, j'ai passé pas mal de temps à réfléchir, à me faire un petit brainstorming, dans ma tête. Et à un moment donné, en fait, j'ai réfléchi un peu, bah, à tout ce qui identifiait, la sélection. Et il y a un des surnoms qui est, la Seleção das Tinas. Et pour la petite histoire, en fait, les Tinas, donc ce qu'on appelle, une tinas en français, c'est l'emblème bleu qu'on voit sur le drapeau du Portugal. Donc il y en a 5 qui représentent les 5 royaumes. Donc il y avait cette année, enfin il y avait ce point-là qui du coup fait référence tout de suite au drapeau, et le second où en fait tout simplement l'équipe dont, bah, qui est notre sujet en fait principal sur, la page, au final est, a ce surnom en fait. Et du coup en plus même quand j'avais regardé sur internet et tu tapes Astinas, il y avait rien qui tombait, enfin il y avait rien du tout, à part une page Wikipédia sur, sur le symbole. Donc vraiment je me suis dit: «C'est le nom, idéal». Et Mm. voilà du coup pourquoi ça s'appelle comme ça. Et ce qui est intéressant dans ce choix de nom, pour peut-être des personnes qui nous écoutent et qui cherchent un peu des idées, c'est qu'en fait, ça parle exactement à ta cible. C'est C'est-à-dire que ça. moi, Amine Boissoun, qui ne sait pas ce que ça veut dire, tant pis, j'ai envie de dire, parce que du coup, ça veut dire que je ne m'intéresse pas au foot ou pas au foot portugais, etc. Donc, je ne suis pas la cible. Mais pour peut-être des communautés franco-portugaises ou autres, et ben, en fait, ça leur parle et c'est le plus important, j'ai envie de dire. C'est exactement ça. C'est en fait, Mm. c'est vraiment ce que j'ai bien aimé dans ce nom et ce que j'adore toujours, c'est qu'en fait, au final, bah, si on demande aujourd'hui à notre communauté, bah, ils savent tous, à quoi ça fait référence, et c'est ça Mm. qui est vraiment cool. Ok. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet maintenant. Le média. Du coup, tu as un blog. Aujourd'hui, ça fait quelques temps maintenant. C'est quoi un peu les KPI ou les chiffres que tu peux nous partager par rapport à ton média en termes de visites ou autre? Bah, du coup, en termes donc d'abord de communauté, on donc la plus grosse, enfin là, en parlant de vraiment du projet en lui-même, Oui. la plus grosse communauté qu'on a du coup, c'est sur Facebook. On est à plus de 70 000 personnes. Et ensuite Twitter, on vient de dépasser les 4 000, et Instagram aussi. Et du coup sur le site internet, oui. C'est intéressant les réseaux sociaux. Ouais, la Vous avez, différence, vous avez commencé avec Facebook. ouais. Aujourd'hui, quelle est l'utilisation de Facebook? Est-ce que vous sentez que ce reach a drastiquement baissé? Euh, Dis-moi. Alors, on a senti une baisse, mais en fait, il y a ça continue quand même à être notre source principale de Ok. trafic. Mais, à l'inverse des autres réseaux qui sont plus compliqués en termes de blog, en tout cas selon mon expérience, dans le sens où, Twitter, en fait, les gens interagissent beaucoup via tout simplement le tweet. Même si on met Ouais. un lien, ils vont pas réagir, en fait, ils vont pas aller voir. Et Instagram, bah, avant, là, 2 semaines, on pouvait pas mettre de lien. Donc, là, maintenant, on peut. On va essayer de développer ça justement. Mais avant, on pouvait pas, donc c'était surtout l'aspect communauté. Donc, sur Twitter et Insta, on s'est surtout focalisé sur, la fidélisation de la communauté, que vraiment le trafic. C'était surtout Facebook, et c'est pour ça qu'après j'ai essayé de développer d'autres sources de trafic, pardon, comme, un partenaire, OneFootball pour ceux qui connaissent, d'autres sites aussi, de flux RSS, enfin voilà, et Google aussi principalement.
Alors, parle-nous de ce partenariat, OneFootball. Qu'est-ce que c'est Alors exactement alors comme du coup, partenariat? OneFootball, en fait, pour ceux, qui connaissent pas, c'est une application donc sur le football qui permet, en fait, à l'utilisateur de pouvoir, voir toutes les statistiques, en fait, sur un match, les notifications, sur des joueurs et ils ont une partie, en fait, articles qui permet aussi de voir toutes les news et d'être notifié, en fait, en fonction du club qu'on aime et cetera et eux, du coup, ils fonctionnent, en fait, sur un système de partenaires. Donc c'est-à-dire que, les articles qu'on y retrouve, en fait, sont tous, de médias différents et ça permet, en fait, à plein de médias d'avoir une visibilité, supplémentaire. Du coup, les vues qu'on a, en fait, via OneFootball sont, à part du site. En fait, c'est pas la personne n'accède pas à notre site, il accède, en fait, tout simplement à notre contenu et ensuite, voilà, il peut, du coup, bah, lire, le contenu, avec l'interface, OneFootball et en fait, c'est une vraie valeur ajoutée parce que, ça permet déjà d'avoir, une notoriété supplémentaire, pour Google et je pense qu'on l'a vachement senti, en fait, depuis qu'on est dessus, le trafic Google fait que, s'améliorer, au fil des mois Mais il y a un lien qui et renvoie vers l'article sur votre site ou pas? oui, en fait, OK. en gros, sur l'auteur. En OK. gros, ça C'est redirige vers notre site OK. et hem et bah, aussi, en fait, si on met des liens internes, donc en fait, comme ça Ah reprend le oui. contenu, ça va, rediriger vers notre site. Donc il y a ça et aussi ça nous permet d'accéder notamment à une banque, d'images qui nous permet, en fait, d'avoir la possibilité d'utiliser les images et ça, c'est une vraie valeur ajoutée parce que c'est un point pas évident quand on fait du blog, encore plus sur du football, sur du Ouais. sport. Donc ça, c'était cool aussi. Ouais. Quand tu as ce type de média, la banque d'images, Pexel ou stock photo, tu vas en utiliser trois quatre après, c'est compliqué, surtout quand c'est un média d'actualité. J'ai une Hem, anecdote justement sur ça si tu veux. avec plaisir. Heu, une fois, je m'étais intéressée à ce sujet avant d'aller vers OneFootball. En fait, c'est même comme ça qu'après je suis allée vers eux, parce que j'étais au courant de leur process. Mais avant ça, je m'intéressais à des banques d'images et une fois, en fait, c'est vraiment, le côté un peu manque d'espérance et tout qui m'a eu. J'avais du coup souscrit à un abonnement et je savais pas, j'avais mal lu le contrat. Il y avait un contrat avec un engagement d'1 an, avec un prix de, la photo à 7 € et en fait, j'avais un plafond qui devait, être fixé à 50 photos minimum par mois. Bon, Ah oui. je peux te dire, ouais, au début, ça a été très dur et après, en fait, bon, j'ai réussi à négocier avec eux pour annuler le truc et cetera, en me faisant vraiment passer pour, l'étudiante, qui avait pas les moyens de Ouais, de ça. qui a Mais pas fait ça exprès c'était une de très belle cliquer. leçon. Ah Ouais, totalement. C'est là où tu vois vas-y. non, non, vas-y. Ouais. C'est là où tu vois que, bah, quand tu as un projet comme ça, tu es prêt à faire des investissements et en fait, au final, tu perds aussi beaucoup, donc voilà. Grave. Grave, surtout au début, moi j'en ai plein des anecdotes où j'ai mis ma carte bleue et que je devais essayer juste pendant 7 jours et que je l'ai pas Ah pareil. enlevé et que j'ai été prélevé de 700 € pour un abonnement à un an pour un outil que je n'ai jamais utilisé et que je n'ai jamais été remboursé. Mais Pareil, voilà, c'est la vie un peu des abonnements. Maintenant, je me mets une petite alerte pareil. dans mon calendrier. Et du coup, sur le blog, c'est quoi un peu la tendance? Bah, en fait, ce qui fonctionne le mieux et c'est ce qui marchera toujours le mieux, c'est, l'équipe nationale, tout Ouais. simplement du Portugal. Et en Après, termes de chiffres? bah, du coup, on fait, là depuis cette année, on fait à peu près, 100 000 vues par mois, Ok. de visites et du coup, quand on est vraiment en période, de sélection, on peut atteindre les, 150 000 et je crois qu'on a même déjà atteint les 170 000 en période d'Euro, enfin la Ok. période mai et juin. Donc c'était vraiment des beaux chiffres et ouais, c'est vrai que depuis, quelques mois, on arrive à faire les 100 000 vues, chaque mois. Ok. Bon, bah, enfin, j'arrive pas à situer par rapport à d'autres médias parce qu'on ne sait pas forcément les chiffres, mais Mmh. c'est quand même un beau chiffre. Ouais, c'est vrai que c'est un beau chiffre. Après, ça monte petit à petit, donc des fois, on se rend même pas compte, en fait, Ouais, du truc et en fait, à force, on identifie, en fait, ce qui marche et ce qui marche pas, ouais, et du coup, bah, on essaye en fait, l'avantage, c'est que ce qui marche le mieux sont des articles récurrents et ça, c'est ça qui est vraiment une valeur ajoutée au final. C'est que, bah, en fait, ce qui marche, bien pour nous, en tout cas les articles les plus vus, c'est les listes en fait ou les ok, compositions, d'avant-match ou les ouais, compositions probables. Donc en fait, on essaye de faire le plus de contenu, quand on est en période de ça, le plus de contenu sur ça justement, bah, on va essayer d'estimer, enfin,
d'apporter une hypothèse sur la composition qui jouera demain et tout. Comme ça, en fait, ça attire beaucoup plus de monde et l'avantage, c'est que, bah, ça a lieu à chaque match. OK. Ouais, et c'est un peu saisonnier, ça revient, Mmh. en fonction des périodes. Et du coup, c'est quoi un peu le alors, sur la question des médias, c'est toujours un sujet, intéressant et chaque, profil va essayer d'y apporter une solution. Mais c'est quoi un peu, le business model que vous avez choisi, que vous avez mis en place ou que vous voulez mettre en place? Bah, du coup, aujourd'hui, on a un business model qui repose donc sur la publicité, disponible donc sur notre site internet et en fait, plus tard, j'espère en 2022 du coup, surtout qu'il y aura la coupe du monde, enfin, si le Portugal se qualifie, mais ça, c'est un autre sujet. Parce que là, voilà. Du coup, on aimerait bien en tout cas, moi, j'aimerais bien, essayer d'avoir d'autres, sources de revenus pour en fait, bah, étant donné qu'aujourd'hui, je pense qu'on a atteint vraiment un nombre de visites récurrents, un nombre, enfin, une audience quand même qui est assez importante et je me dis au lieu de tenter à essayer d'agrandir encore plus cette audience, bah, autant essayer d'avoir de nouvelles sources de revenus en fait, pour venir un peu, bah, on va dire récompenser un peu tout le travail qui a été fait en amont et venir, structurer un petit peu plus le projet. Du coup, j'aimerais bien en fait, mettre en place des partenaires notamment avec des projets, qui sont en lien avec les mêmes communautés. Surtout qu'il y en a de plus en plus, avec les, communautés, franco-portugais. Donc ça, c'est un avantage et du coup, il y a ça que j'aimerais bien faire. Mais bon, c'est un sujet, qui est un peu dans ma tête depuis un moment et il faudrait vraiment que je m'y penche, une bonne fois pour toutes. Donc Ouais. voilà. Mais Google Ads, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est pas un enfin, ça a baissé ces dernières années. On en a parlé encore une fois dans un autre épisode, mais c'est vrai que sur Google Ads, enfin, c'est pas Google Ads d'ailleurs, c'est AdSense. Google AdSense? Ouais, je me disais. Ouais, c'est AdSense, ouais. Parce que si je dis Google Ads, c'est un Mmh, autre sujet. ouais. Et du coup, on gagne de moins en moins d'argent, même si on fait beaucoup de visites avec ce type de publicité, avec cette régie-là en tout cas. Clairement, enfin, en tout cas, ça, on l'a bien moi, je l'ai bien senti pour le coup parce que, bah, au final, nos vues augmentent, mais les revenus, pas forcément. Donc ça, je l'avais bien remarqué et justement, il y avait un intervenant l'année dernière, qui m'avait, dit que, bah, dès que je peux, il faut que je change de régie parce que Google Ouais, AdSense, c'était vraiment, il m'a dit: «C'était vraiment des miettes» et que, ça serait intéressant d'aller vers d'autres régies. Mais en fait, en m'y informant un peu, j'avais cru comprendre qu'il fallait un certain, enfin, j'avais demandé à quelqu'un qui avait un projet similaire, qu'il fallait un certain nombre de visites par mois, vraiment ouais, récurrentes. Lui, il m'avait parlé d'un seuil de 200 000, donc on n'y est pas encore. Et presque. ouais, presque, mais mensuellement, enfin, chaque mois, ça serait compliqué, je pense, mais Ouais, bon, on sait jamais. OK. Et voilà, il y avait ce sujet-là qu'après, bah, j'ai pas creusé davantage, mais faudrait que je m'y repenche aussi. Étant donné que tu t'en parlais tout à l'heure avec les partenariats que tu veux mettre en place, mais étant donné que vous avez quand même, enfin, vous n'êtes pas un média généraliste, vous avez quand même un sujet bien Mmh. précis sur lequel on peut vraiment identifier un peu le type de visiteur et notamment avec la communauté que tu développes. Il faudrait, j'imagine, se tourner vers des régies ou en tout cas des partenaires qui seraient vraiment spécialisés sur votre sujet, ou soit sur le sport, ou soit en lien avec le Portugal. Mmh. Oui, en fait, ça serait totalement ça parce que, du coup, aujourd'hui, on a une audience qui est, du coup, comme tu le dis, très spécialisée. On a on a quelques audiences, parfois qui sont, plus des gens qui sont fans, de certains joueurs, mais ça reste assez rare quand même. Enfin ça, c'est plus sur le site. Mais quand tu vas sur nos communautés, par exemple Instagram et Twitter, principalement, ils sont là parce que, bah, ils aiment le football portugais, parce qu'ils sont portugais eux-mêmes et ils habitent en France et du coup, ils veulent suivre, le football, bah, qu'ils aiment et du coup, c'est pour ça que, bah, si un jour on est amené à travailler avec des partenaires, ça sera des gens qui auront, en fait, les mêmes, communautés ou sinon qui veulent, toucher cette communauté. On a déjà été amené à travailler des fois avec quelques personnes, notamment, d'autres comptes, qui sont en lien avec, la communauté portugaise, mais qui ne parlent pas du football. Donc nous, en fait, on leur a apporté, en fait, cette plus-value. On a même déjà été contactés aussi pour ça, il y a déjà des gens qui sont venus vers nous, c'était des influenceurs notamment, qui voulaient, en fait, c'était au moment de l'Euro, ils voulaient, en fait, des personnes spécialisées dans le football
parce qu'ils ont vu que ça marchait bien comme sujet. C'est un peu l'avantage, en fait, la communauté portugaise, c'est que le football, c'est un peu comme une religion là-bas. Donc ça fait quand même que c'est un sujet qui marche bien et c'est ça qui est cool quand les gens ne maîtrisent pas forcément le sujet du football. Ils peuvent faire référence à nous. Et c'est une communauté qui est importante et du coup, le football, bah, ça parle à tout le monde, j'ai envie de dire. Et du coup, vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui? Alors, ça a un peu bougé dernièrement. Ouais, Parce que du coup, on a perdu une personne qui était là depuis le début avec moi. ok, Mais sinon, donc il y a moi qui est un peu le couteau suisse, la chef de projet, on va dire. C'est moi qui gère vraiment tout, bah, qui est un peu voilà, en haut. Ensuite, du coup, il y a 2 personnes qui sont vraiment spécialisées dans tout ce qui est rédaction d'articles, parce qu'ils veulent notamment en faire leur métier. Donc, bah, comme pour moi, ça m'apporte en web marketing, eux, ça leur rapporte en journalisme. Donc là 3. Après, il y a un qui est plus CM, qui travaille avec moi, du coup, sur tout ce qui est création de contenu et relayer les informations. Et dernièrement, on est en train de. Enfin, on a eu 2 nouvelles personnes. Tiens, on est un peu encore en période de test avec eux pour voir un peu si le projet leur plaît, si ça leur convient, etc. Donc, ça fait qu'on est 6 avec eux. ok, ok. Mais du coup, ouais, pour chacune de ces personnes, c'est un peu aussi leur side project et ça leur permet d'avancer sur leur sujet. Du coup, comment est-ce que tu gères ce projet-là maintenant en parallèle de tes études et maintenant de ton alternance? Alors, c'est pas forcément toujours évident et du coup, ça bouge, en fait, beaucoup en fonction des périodes, que ça soit les périodes de cours, d'examens et cetera. Du coup, en fait, souvent, bah, c'est le soir, forcément et comment je le gère, en fait, c'est surtout qu'on a réussi à mettre en place un peu, une organisation, en fait, dans l'équipe. C'est-à-dire qu'on sait vraiment, bah, qui va être plus à même à écrire les articles, qui va être, plus responsable des publications. Notamment, bah, la personne qui est partie, il y a pas longtemps, elle a été vraiment chargée de publier, par exemple, les résultats des matchs en affiche. Elle devait s'occuper, des compos et cetera. Enfin, on a vraiment défini des rôles comme ça qui permettent de savoir que, bah, pour les choses qui sont vraiment importantes à publier, on sait qui va le faire et si c'est pas fait, on sait, bah, à qui, on peut en parler, directement. Après moi, j'ai vraiment le rôle de, couteau suisse où je fais vraiment, mais tout. C'est-à-dire que, par exemple, eux, quand ils écrivent des articles, comme ils s'y connaissent pas trop sur le SEO, ils me disent: «Oui Olivia, j'ai pu l'article, est-ce que tu peux faire une repasse SEO?» Tu me dis si c'est bon et tout. Bon moi j'essaie de les former un peu aussi et ça c'est cool parce que ça leur donne des compétences, en plus. Mais voilà, j'essaie d'être un peu toujours à l'affût, de toujours être au courant de ce qui se passe et après je m'adapte et en fait quand j'ai plus de temps en semaine, bah, je vais essayer de faire plus de contenu, ainsi de suite et ce qui est cool c'est que, bah, encore l'année dernière ou il y a 2 ans, dès que j'étais pas active, ça se ressentait énormément sur, le projet. Même si il y avait des gens dans l'équipe, bah, en fait, comme j'étais un peu partout à la fois, ça se ressentait, que j'étais pas présente à certains moments. Alors qu'aujourd'hui, bah, on a réussi quand même à mettre des trucs en place qui fait que, même si je poste rien et cetera, 1 ou 2 semaines, il y aura toujours des trucs de publier et ça qui est vachement cool. Mmh. Et comment est-ce que vous préparez, du coup, parce qu'il va y avoir une échéance un peu footballistique. Alors moi, j'y connais rien du tout. Enfin, je ne suis pas du tout le football. Mais il y a l'Euro bientôt, c'est ça? Non, c'est la coupe du monde dans 1 an. Ah, la Coupe du Monde, pardon. Moi, Ouais. tant que c'est pas l'Algérie ou la France qui joue, je m'intéresse pas. Ok. Et du coup, comment est-ce que vous vous préparez à ça? Alors, bon déjà pour la petite anecdote, le Portugal, a des chances de pas se qualifier. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, au football, Ok. c'était là la semaine dernière, enfin, en gros, ils vont au barrage donc bon, il y a un risque. Mais du coup, pour revenir à la question, parce que j'espère qu'on va devoir la préparer quand même, cette coupe du monde. Ce qu'on fait et c'est ce qu'on a fait notamment lors de l'Euro, qui a eu lieu en juin dernier, donc l'Euro 2020. On s'est fait en fait des réunions vraiment, mais limite un mois avant. C'était à partir de la liste, du Portugal. Parce qu'en fait, on a eu un pic de visites, le plus gros pic qu'on a jamais eu sur le site à ce moment-là, 2 jours avant même la publication de la liste. En gros, pour raconter un peu, l'engouement qu'il y a eu en fait autour de la liste de la France, notamment avec la sélection de Karim Benzema, a créé en fait une envie, chez les gens de connaître la liste des adversaires. Et nous, on était dans le groupe de la France.
Donc en fait, ça a fait que 2 jours avant l'annonce, de la nôtre, on a eu un pic en fait, parce que tout le monde allait sur Google, liste Portugal et cetera et nous, on avait eu, l'idée de créer en fait une liste probable en janvier qui du coup a explosé en fait à ce moment-là, c'est l'article qui a le plus de vues mais de loin et du coup qui a très bien marché grâce à l'engouement en fait à ce moment-là, de l'équipe de France et en fait ça nous a fait enfin ça nous a ramené une grosse prise de conscience de, faut vraiment qu'on prépare l'événement à la perfection. Ouais. Du coup, on s'est fait plusieurs réunions et en fait, on avait planifié, on avait mis un Google Calendar. À ce moment-là, on avait créé des events pour, les lives, parce que du coup, on fait des lives, sur Instagram, qui avaient très bien marché à cette période-là. Et aujourd'hui, bah, justement, quand on n'en fait pas, les gens nous envoient des messages: «Est-ce qu'il y aura un live après le match?» Ça, c'est cool. De débrief? Vous débriefez, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Parce qu'en fait, du coup, notamment ceux qui veulent être journalistes, ils ont vraiment cet aspect, en Ouais. fait, vachement critique et ça plaît énormément aux gens. Moi, personnellement, j'y participe pas, enfin, j'y ai participé au début, mais à force, je me suis dit: «Je vais les laisser eux, ils sont beaucoup plus à l'aise que moi et tout» et au moins, moi, je suis là en spectateur et j'apprécie aussi. Donc il y a ça et du coup, après, voilà, on avait planifié, en fait, des calendriers avec tous les articles qui sont, obligatoirement, publiés chaque jour, avec les gens, qui le feront, ceux qui vont devoir repasser dessus, ceux qui vont les publier. Enfin vraiment on s'était bien organisé à ce moment-là et on avait même, voulu faire des podcasts aussi, qui ont pas Ouais. eu lieu finalement parce qu'après, bah, comme on était tous étudiants et en plus en période d'examen, ça a été plus compliqué que prévu. Mais ça a quand même apporté, une plus-value qu'on n'a pas forcément au quotidien, cette organisation, parce que, bah, c'est un peu au jour au jour. Donc voilà un peu comment on s'organise et finalement on sent en fait les retours après. On avait même mis en place un concours, c'est le 1er et tout. Donc ouais, ça c'était vachement cool d'avoir été organisé, aussi bien, pour une telle période. Quel conseil tu pourrais, donner ou en tout cas par rapport à ton expérience à, alors je ne sais pas si on devrait, je pense qu'on va être un peu plus large, à des personnes qui hésitent à se lancer, à lancer leur side project, surtout au point de vue d'une carrière professionnelle, donc pour ceux qui sont salariés et qui veulent le rester? Hem, alors en plus c'est drôle comme question parce que moi-même je suis quelqu'un, ça peut surprendre des gens, mais je suis moi-même quelqu'un qui a beaucoup peur de me lancer, parce que, on a souvent peur, encore plus quand on est étudiant je trouve. Mmh. Mais le meilleur conseil que je pourrais donner, en fait, c'est que, bah, en fait, quand on a vraiment envie, faut pas hésiter au final parce qu'en fait, quand on voit les résultats que ça nous ramène, les opportunités que ça nous crée, les rencontres qu'on fait, bah, en fait, on n'a rien à perdre du tout. Vraiment, on a vraiment, vraiment rien à perdre. Il y a que nous, en fait, qui sommes maîtres de ça et derrière, en fait, les résultats c'est une valeur ajoutée mais moi, je le dis sans cesse, Askinas aujourd'hui a clairement changé ma vie parce que, j'aurais jamais eu toutes ces opportunités en fait, aujourd'hui et j'en suis là grâce à ce projet du coup, je suis très contente, d'en fait, d'avoir donné l'effort que j'ai donné en fait durant des années, parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'efforts quand même, mais au final, je regrette pas du tout et c'est clairement la plus belle fierté que j'ai, aujourd'hui, ce projet. Ouais, c'est un beau projet et en plus c'est, bah, tu vois là, tu es en train de faire ton alternance, donc ça veut dire que Mmh. c'est encore plein d'autres opportunités qui peuvent s'ouvrir à toi grâce à ce projet-là. Enfin, je veux dire, imaginons, je dis n'importe quoi, tu vois? Mais ce type de projet, ça peut t'aider à rentrer peut-être dans un gros média, du coup, dans ta carrière professionnelle et du coup, travailler dans l'équipe web, d'un gros média, qui traiterait, du sport de manière générale. Enfin, déjà, rien que ça, tu vois, c'est déjà une opportunité qui est un peu, évidente, j'ai envie de dire, parce que du coup, bah, voilà, tu travailles dans le web, tu as un side project qui est en lien avec le sport, et c'est un média. Et du coup, bah, c'est un peu un chemin, intéressant qui reste à explorer si tu en as envie. Si tu en as pas envie, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses possibles. J'aime bien faire ce type d'exemple quand, tu sais, quand il y a des personnes qui ont des side projects vraiment, spécifiques. Tu vois, je prends, je sais pas, un des anciens épisodes, c'est quelqu'un qui a créé un outil, dans le domaine associatif et du coup, c'était Charityps avec Maxime et du coup, bah, ça peut donner des opportunités de rejoindre une ONG ou autre pour les aider à mettre en place certaines choses. Donc voilà, plein d'opportunités qui s'ouvrent à toi donc. C'est ça, c'est totalement le cas.
En plus, enfin, sur l'aspect vraiment média, moi, en tout cas, j'espère que ça apportera surtout des opportunités aux membres, qui veulent travailler en journalisme. Parce que moi, pour mon cas à moi, je sais que moi, personnellement, ça m'intéresse pas de travailler pour des médias. C'est assez drôle, au final, la coïncidence, enfin le paradoxe plutôt. Mais je sais qu'aujourd'hui, eux, ça leur apporte des opportunités. Justement, il y en a un qui, du coup, est déjà en master, qui, du coup, a eu, une expérience en stage dans un média, en ligne aussi et c'est Megafoot et du coup, en fait, il m'a clairement dit: «Mais Askinas m'a permis, en fait, de travailler, dans ça» et ça me fait vraiment plaisir et je pense qu'il y a pas en fait, au final, c'est ça qui est beau aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire: «Bah, un projet que j'ai mené à là permet à d'autres personnes de vivre, en fait, la même expérience que moi et d'en prendre autant, les bénéfices, en fait». Ouais, c'est clairement, je pense, un parfait exemple de la puissance du side Mmh. project. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil ou quelque chose que tu voudrais nous partager dans ce podcast? Du coup, moi, le premier truc qui me vient, à l'esprit, c'est vraiment l'aspect passion. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a une passion et qu'on a une envie de faire quelque chose, en fait, si c'est vraiment la passion qui vous anime et pas autre chose, pensez toujours passion et vous mettez pas de pression ou d'idées en tête vis-à-vis de, l'aspect plus, monétaire, Ouais, plus, croissance. Quand c'est la passion qui vous donne vraiment envie, allez-y parce que moi, je sais que ça arrive des fois où j'ai des périodes où j'ai pas l'envie, j'ai pas envie de voilà, il y a des périodes où on n'a pas forcément envie de s'y mettre parce qu'on est plus trop passionné, on a un peu un coup de mou et cetera et du coup, je me force plus, en fait. Avant, je me forçais à toujours faire et en fait, ça me procurait pas de plaisir à travailler sur le projet et en fait, quand on travaille vraiment par la passion, faut pas se mettre d'objectifs limites. Enfin, il y a forcément des objectifs, mais il faut pas s'obliger à faire les choses si on n'a pas envie et parce qu'en fait, au final, la passion après elle revient toute seule. Il y a encore un mois, j'étais plus, autant motivée et là, en fait, c'est revenu parce que, je me remets un peu dans le bain et d'un coup, j'ai des nouvelles idées et cetera et en fait, c'est ça qui est vachement cool dans le projet, c'est qu'au final, on travaille comme on a envie, selon notre envie et selon notre passion surtout parce qu'en fait, au final, moi, dans mon cas à moi, le but premier c'est de juste, faire part de ma passion et pouvoir, me faire plaisir, en fait, comme ça. je te rejoins totalement là-dessus. Ce qu'on n'arrête pas de répéter, effectivement, on n'est pas obligé déjà de faire un business autour de sa Mmh, passion. c'est ça. On peut lancer un side project qui ne rapporte pas d'argent, ça existe aussi. On peut se faire plaisir aux autres quand on lance des projets qui peuvent aider des personnes ou les informer, comme dans ton cas. Mais effectivement, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps un aspect monétaire dans les side projects. Ça arrive, des fois par accident, des fois par envie. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas se le mettre en pression. Enfin, en tout cas, il ne faut pas se mettre la pression. Et puis, et du coup, effectivement, si tu n'as pas la passion, au premier coup de barre, t'arrêtes, tu reprends plus. Alors que tu vois, avec la passion, tu reviens un mois après, tu reviens quelques semaines C'est après. ça, Et sinon, s'il n'y avait pas de passion, ce serait déjà fini depuis longtemps. exactement. Cool. Bah, écoute, Olivia, merci beaucoup pour ton temps, pour tous les conseils que tu as pu nous donner. Moi, je suis très content d'avoir vu les coulisses du coup de ce projet-là, de Askinas. J'ai, alors, je te dis pas que je vais aller tous les jours regarder les nouveaux articles, mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de suivre l'aventure. Et d'ailleurs, notamment, où est-ce que tu nous conseilles aux gens qui nous écoutent de te retrouver toi, mais aussi de retrouver ton média? Moi du coup, sur LinkedIn directement, Olivia Tetsera Lima et Tetsera avec 2 i parce qu'on fait souvent la faute. Donc Ok, il y a bien les 2 i. Et ensuite Astinas, sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram c'est Astinas, off, mais normalement si on tape juste le nom on trouve et Facebook du coup Astinas et le site internet si vous voulez. Mais de toute façon tout est relayé sur, les réseaux sociaux donc vous pouvez venir suivre, avec grand plaisir. super. Bah, écoute, on mettra les liens du coup dans la description. Il y a un lien qui renvoie vers l'article de notre échange et dans l'article de notre échange, il y a tous les liens et sinon c'est sur 10 000heures.fr. Merci beaucoup, Olivia, et puis Merci à toi. plein de bonnes choses pour la suite de cette aventure et à À très toi vite. aussi. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre Side Project, rejoignez-nous sur samedi.club.